Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Gourrier, qui est notamment le fondateur de SG Autorépondeur. Comme d'habitude, l'objectif, c'est de revenir un petit peu sur son parcours et de voir qu'est-ce qui se conseillerait maintenant à des web entrepreneurs qui se lancent sur Internet. Salut Sébastien. Pour démarrer, question très classique. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quels sont tes business actuellement et à qui tu t'adresses? Ok, bonjour Benjamin et bonjour à vous. Merci Benjamin. Je suis honoré de pouvoir contribuer à ta communauté. Et donc là, actuellement, en fait, j'ai deux entreprises, si on regarde au niveau structure juridique, deux SARL, dont une où on est quatre associés et une où en fait je l'ai montée tout seul à la base. Donc cette première entreprise que j'ai montée tout seul à la base, c'est SG Autorépondeur qui permet aux entrepreneurs d'envoyer des messages impactants à leurs prospects et leurs clients, et voire même de créer de vrais scénarios, de vraies campagnes personnalisées pour faire vivre une expérience toujours inoubliable, tout en faisant voilà, des actes de commercialisation et de fidélisation. Et ensuite, la deuxième entreprise, elle est plus comme un incubateur de plusieurs projets qui deviendront ensuite à terme des entreprises. Donc ça, par contre, c'est tout frais. Ça date de l'année 2018. Alors c'est tout frais au moment où on tourne la vidéo. Et alors que SG Autorépondeur date depuis l'année 2010. Ça fait 9 ans à ce jour de la vidéo. Ok, donc c'est énorme. Comment t'en es arrivé finalement à faire cette transition de SG Autorépondeur sur ce nouveau projet d'incubateur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet d'incubateur? Oui, clairement. En fait, à la cinquième année de SG Autorépondeur, j'avais une sensation de commencer à être un petit peu trop dans l'entreprise et non plus sur l'entreprise. Donc, c'est une posture qui est assez délicate quand on démarre. C'est de tout de suite avoir un mindset qui nous permet de garder de cette culture d'être plus au-dessus ou sur l'entreprise, ou plutôt que d'être dans l'entreprise et la tête dans le guidon. Et ben, vous allez me dire, vous allez être d'accord, hein, tous ceux qui nous écoutent, qui démarrent leur entreprise, oui, c'est vrai, c'est pas évident. On est au four et au moulin. Donc à la cinquième année, vraiment, là, je commençais à me dire, ok, là, il faut que je trouve une solution. Je peux pas en fait continuer comme ça. Donc d'abord, j'ai enclenché une métamorphose. J'ai fait appel à un consultant privé. Donc d'ailleurs, c'est les services que tu proposes. Et donc voilà, c'est légitime à des moments clés de faire appel à des consultants privés qui m'a permis de retrouver les chemins euh, me permettant derrière de me dégager totalement de l'entreprise et de faire en sorte qu'une entreprise, d'ailleurs c'est toujours challengeant hein, quand c'est des entreprises de services comme SG Autorépondeur, de faire en sorte que ça tourne sans moi à 95%, ce qui est le cas aujourd'hui, et donc à 100% très bientôt. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi au travers d'autres accompagnements qu'on est des êtres avec des multipotentiels. Si on est donc des êtres avec des multipotentiels, on est là pour euh, avoir plusieurs projets en fait. Et souvent, on dit que les leaders, ils ont un seul projet et qu'ils s'y tiennent. Mais ça va dépendre en fait si on est dans le projet ou si maintenant on est sur le projet. Et, euh, et comment on voit la vision des projets. Parce que moi, j'ai un seul projet au final. Alors là, c'est une vision que j'ai comme une vision à 500 ans, c'est de bâtir une ville, un peu comme Disney, mais d'une autre façon. Mais sauf que du coup, derrière, ça, c'est un seul projet que je peux avoir, c'est une vision. Mais un leader donc se concentre effectivement sur un projet ou une vision ou un rêve. Par contre, en dessous, il y a plusieurs finalement sous-projets, on pourrait dire, plusieurs entreprises derrière. J'en ai calculé, j'en ai estimé 50 pour pouvoir réaliser cette vision-là. Donc je me suis dit, à la cinquième année de SG Autorépondeur, il n'y avait pas encore cette vision hein, qui se dessinait. Il y a eu ce premier travail. À la sixième année, septième année, c'est surtout entre la sixième et la septième année, où là, en fait, cette vision est apparue. C'est comme si je me suis autorisé à avoir plus qu'une seule entreprise, en fait. Et à ce moment-là, de dire, OK, mais si en fait, je m'autorise tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et que je veux vraiment que ça se réalise un jour dans ma vie, il y en a 50 d'entreprises. Et si on a 50 et que j'ai une journée, à chaque fois, on a 24 heures dans une journée, eh bien, j'ai que 10 minutes à consacrer par entreprise. C'est là où tout de suite, ça a dit, OK, là, il faut que je change les éléments. Donc, c'est voilà pour un peu te décrire le chemin qui arrive à cet incubateur qui, du coup, lui, cette structure-là est plus pour rendre possible
tout le reste de la vision et où SG Autorépondeur devient un élément d'un écosystème global. Ok, donc l'idée, en fait, tu as eu ce déclic-là parce que, comme tu disais, tu étais plus dans l'entreprise SG Autorépondeur que sur l'entreprise. Et donc, l'objectif là, qui est quasiment réussi, c'est de complètement être à 100%, que SG Autorépondeur fonctionne à 100% sans toi. Est-ce que sur ton projet d'incubateur, dont tu dis c'est finalement que ça soit au-dessus pour manager tes d'autres entreprises, comment ça fonctionne un peu cet incubateur? Est-ce que tu peux en dire un peu plus ou est-ce que pour le moment c'est privé? Quel est l'objectif à terme là, de l'incubateur? Alors, c'est une métaphore, hein. En fait, en gros, c'est une entreprise dans laquelle on se sert pour lancer des projets et à terme, effectivement, ça peut devenir une entreprise mère qui sera connectée à cette nouvelle entreprise fille et dans laquelle il y a des associés, dont cette première entreprise. C'est bon, ça n'a pas coupé? Ok. Donc, du coup, euh, là où on est 4 associés, dans cette entreprise actuelle, on lance notamment Codao. Codao, c'est en fait un tout petit outil très simple et en même temps très puissant et subtil qui permet de prendre des décisions en 10 minutes. Si tant est qu'on a l'ensemble de la recette, si on peut prendre l'image du gâteau, l'ensemble de la recette, de savoir comment on met les ingrédients, parce que c'est bien de savoir les ingrédients, mais comment on les met, dans quel ordre, avec quel soin, quelle attention et surtout quel piège dans lesquels il ne faut pas rentrer. Donc, en tout cas, ça permet de prendre des décisions en 10 minutes et on a vraiment, pareil, 3 concepts autour de Codao, dont une application sur Internet qui permet de créer ce phénomène d'intelligence collective et comme des masterminds, mais en version web, avec en plus de ça une puissance de mastermind à grande échelle, en fait, on va dire. Ok, Donc ça marche. ça, Et c'est un des gros projets. ok, vas-y, je te laisse continuer. Il y a d'autres projets derrière là qui sont déjà en cours sur cet incubateur? Voilà, on en a un, c'est rigolo parce que je me dis, dans un an, on regardera la vidéo et ce serait rigolo de la revoir. Là, on a aussi un autre projet qui est un outil de marketing qui passe par le jeu et la joie pour un petit peu proposer une alternative à ce qu'on voit toujours aujourd'hui, qui est le marketing de la peur ou le marketing de la pression. Donc, en fait, à chaque fois, que ce soit pour Codao, que ce soit pour ce système de jeu qui va en fait redonner une nouvelle façon de faire du marketing, c'est des systèmes où je propose des changements de paradigme, des changements de mindset dans sa façon de développer son business. Que ce soit du coup pour les prises de décision, que ce soit pour le marketing et l'interaction avec ses prospects et ses clients. Euh, et, euh, et ça passe par plein de nouveaux modèles qu'on met en place, comme le modèle de la gamification, comme le modèle aussi de la monnaie fictive qu'on va mettre en place et qui permet de gagner des crédits. C'est comme des sortes de points en contribuant et on gagne du service. Du coup, on peut quelque part accéder à un service, non pas que plus par l'argent, mais aussi par sa contribution personnelle qui fait qu'on récupère des crédits et qui fait qu'on réutilise ça pour du service. Donc, il y a plein de changements qu'on propose aussi à l'intérieur de tout ça. Également en interne, c'est-à-dire au niveau de notre interaction humaine avec nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos partenaires, on applique aussi de vrais changements qui amènent plus un modèle d'entreprise de vie plutôt qu'un modèle d'entreprise de survie. Ce qui veut dire que on fait en sorte que tous les collaborateurs se sentent bien, se sentent en joie, que ça développe aussi leurs rêves, leurs aspirations, tout en étant au service de cette entreprise. Donc on est plus chacun au service comme d'une cause, tout en étant au service de soi. Et non pas plusieurs qui sont au service d'un truc au-dessus et qui se desservent en fait au passage. Ça, c'est le modèle d'avant, tu vois. Tout l'ensemble de ces projets-là, finalement, notamment cette dernière idée que tu as développée, tu as eu ces idées-là avec tes associés parce que c'est dû à des challenges, toi, peut-être que tu as rencontrés au cours de ta vie d'entrepreneur? Et si oui, lesquels que tu as rencontrés qui t'ont amené justement à ouvrir sur ces idées-là, sur ces nouveaux projets? Oui, alors en fait, le challenge, c'était que je l'avais l'impression, alors si je le regarde un peu de manière plus globale, j'avais l'impression que dans ce monde, je ne me sentais pas trop à ma place et que je me sentais mal à l'aise. Donc, si on détaille, eh bien, c'était par exemple la communication avec les êtres humains. J'avais toujours l'impression d'être en décalage, où j'avais des aspirations, des façons de communiquer, mais qui n'étaient pas ce que je voyais autour de moi. Et jusqu'à ce que petit à petit, je rencontre des personnes qui aussi pensent comme moi et qui se disent, bah oui, moi aussi, je me sens un peu en décalage
Oui, et du coup, tu penses comment et comment toi tu vois ta façon de communiquer? Bah, comme ça, comme ça. Ah bah moi aussi, je suis d'accord avec ça. Ah bah finalement, ça veut dire qu'on est quelques-uns à vouloir faire en sorte de créer quelque chose de nouveau pour proposer une alternative à quelque chose qui existe depuis des centaines d'années, etc. Donc ça, c'est la communication. Pareil pour le marketing. Dire bah, en fait, est-ce qu'on veut maintenant que quand on développe l'entreprise, on soit stressé toute la journée, on ait la pression, on soit sous la contrainte? Ou est-ce que maintenant on veut que ce soit la joie? Et donc, pareil, j'avais ce challenge de me dire non, mais il faut que ça s'arrête. Je veux vivre la sérénité tous les jours et non pas le stress, l'agressivité d'un client ou de deux. Donc, ça amène vraiment de vrais changements de posture parce que dans ce cas, on est obligé de dire non aussi pour mieux dire oui à quelque chose d'autre. Est-ce que ça ferait pas partie, justement, ce côté, je trouve très intéressant, le fait d'être obligé de dire non à quelque chose pour s'ouvrir d'autres portes derrière. Est-ce que ça fait pas partie des erreurs majeures que tu vois dans l'entrepreneuriat? Et si oui, quelles sont les autres erreurs que tu vois là depuis les nombreuses années que tu es entrepreneur? C'est quoi les principales erreurs finalement que tu as vues d'entrepreneurs qui se lancent ou même qui sont un peu plus aguerris? Alors, une des erreurs majeures que je vois, c'est le manque de prise de recul. Le manque d'observation, vraiment, je dirais, avec de la notion de profondeur. Observer en profondeur à l'intérieur de soi ce qui se passe quand on réagit à tel et tel élément, quand on développe notre entreprise, mais aussi observer en profondeur ce qui se passe autour de nous. Et, les leaders, en tout cas, sont sont de fins observateurs, je dirais. Ensuite, une autre erreur que je vois, c'est quand on a une difficulté, un problème, un challenge, eh bien, en fait, on s'engouffre vers la première piste qui nous vient à l'esprit. Au lieu de prendre le temps d'analyser les différentes pistes et de le faire surtout dans un environnement favorable, de remettre d'abord de la paix à l'intérieur de soi, de la paix dans cette entreprise, avant de prendre des décisions comme ça majeures. Donc, il fait souvent des décisions en réaction et non pas des décisions en anticipation. Et j'ai fait ces erreurs, hein, évidemment. Toutes ces erreurs que je dis, je les ai faites. Donc, c'est vraiment pour toi, je pense que les deux erreurs se rejoignent un petit peu, ce côté manque de prise de recul et peut-être des fois arriver à se dire stop, ok, je vais prendre une journée, 2 jours, 3 jours s'il le faut pour prendre du recul sur la situation actuelle avant de réenclencher, entre guillemets, la seconde. Oui, exact. Euh, voilà, les deux sont peut-être un peu liés, mais il y a vraiment une distinction entre le fait d'être en capacité d'observer vraiment et une qui est d'être en capacité de prendre des décisions en prenant le temps d'explorer différentes pistes et en cultivant un environnement favorable, calme autour de soi et en soi. Okay. Donc, il y a vraiment cette prise de recul, cette prise de calme en soi, on sent qui est importante pour toi, à prendre du recul là-dessus. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des jeunes entrepreneurs justement qui se lancent et qui n'ont pas justement là toute l'expérience et qui n'ont pas fait toutes les erreurs peut-être que nous, on a fait justement depuis qu'on est entrepreneur? Ce serait quoi, toi, les 2, 3 conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui se lancent en 2019? Alors, j'ai un conseil, c'est d'essayer d'être en contact avec des entrepreneurs qui ont de l'expérience. Ça fait gagner des raccourcis énormes. Donc, c'est même pas essayer, c'est se mettre en contact avec des entrepreneurs qui ont déjà eu des années d'expérience. Et je dirais aussi, en deuxième conseil, de ne pas s'aventurer seul dans son projet, dans sa vision, parce qu'il y a d'autres personnes qui portent aussi généralement votre vision et qui sont là pour vous compléter. Donc là, je me suis rendu compte, notamment pour le nouveau projet, c'est donc un changement de posture, parce que je suis quand même finalement comme ceux que tu accompagnes aujourd'hui ou ceux que tu touches avec ta communauté et ta chaîne. C'est-à-dire que je démarre un nouveau projet, donc je suis un nouvel entrepreneur en fait. J'ai la chance de m'interroger moi-même en tant qu'entrepreneur qui a des années d'expérience, mais en fait, je suis en train de vraiment faire en sorte de créer une aventure qui fonctionnera dans les années à venir. Si on veut la pérennité, on ne peut pas avancer seul aujourd'hui. J'ai pu le faire sur une première entreprise, je sens que je ne peux pas le faire sur cette deuxième entreprise. Alors maintenant, tout n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que là, j'ai eu la chance de trouver un binôme qui elle-même croit en la vision que je porte et
a une posture complémentaire. Donc, c'est vraiment aussi comme conseil que je dirais, c'est de savoir vraiment qui on est. En ayant vraiment cette connaissance de soi, ça permet encore mieux d'interagir avec l'environnement extérieur et notamment avec des partenaires ou des associés et de compléter en fait ce que nous ne sommes pas au fond et en même temps d'être certain que de ce que nous sommes ne peut pas être remplaçable aussi. Donc, je dirais que moi, je suis un créateur et un visionnaire aujourd'hui. Je crée des outils, des systèmes, des modèles voilà, pour faciliter la vie de l'entrepreneur. Et du coup, mon binôme, elle, n'est pas visionnaire, ne crée pas des outils. Par contre, elle est leader, manager. Elle est là pour porter une communauté. Elle est là aussi pour mettre en œuvre les éléments dans l'entreprise et faire en sorte que ça fonctionne. Alors que moi, je suis là pour apporter les idées et vérifier juste les enjeux, les préjudiciabilités. Donc, si on regarde un petit peu au niveau de la posture PDG, parce que c'est plus une question de posture que de fonction, hein. Il faut souvent dissocier ce qu'on voit dans les grands groupes et quand on dit PDG à tout va, et la notion de posture. Eh bien, en fait, je remplis plus le rôle de président parce que je sais maintenant que je suis davantage ça, c'est-à-dire que je porte en moi les caps et que du coup, je fais appel et je m'associe avec une DG, directrice générale, qui, elle, va s'occuper de la mise en œuvre des trajectoires pour atteindre ce cap. Donc finalement, pour résumer, c'est vraiment apprendre pour toi à se connaître déjà soi-même avant de lancer son entreprise, c'est peut-être la priorité. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à s'entourer aussi bien d'entrepreneurs qui ont déjà plus d'expérience que nous et même voir s'associer en fait avec des personnes qui vont être complémentaires, comme tu l'as dit, et qui vont jouer le rôle, comme c'est dans ton cas, quelqu'un qui va jouer le rôle de directeur général. Voilà, donc il y a deux complémentarités, hein, si on résume là-dessus. Président, directeur général avec ce que ça implique à l'intérieur et les fonctions précises de chacun. Et créateur, leader, parce que pareil, on a identifié 3 grands profils que j'ai décrits au séminaire à la première journée de croissance fulgurante que j'organisais, où on faisait ce travail d'atelier qui était, est-ce qu'on est vraiment plus créateur, est-ce qu'on est vraiment plus leader ou est-ce qu'on est vraiment plus entrepreneur? Sachant que le créateur, il est là, il y a toujours plein d'idées, etc. Il y a même souvent la frustration qu'on n'a pas assez de temps pour mettre en œuvre les idées. Le leader, il est là pour rassembler les personnes nécessaires à ce que ces idées se réalisent, le recrutement, aussi le fait de fidéliser les clients, de créer des événements, etc., de porter un peu une foule. Et puis l'entrepreneur, lui, c'est les chiffres, les analyses, les tunnels de vente, des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde, si vraiment on se connaît soi-même, moi je sais que créer, ça ne me demande pas d'énergie, au contraire, ça me ressource, ça me donne de l'énergie. Par contre, manager mes équipes, avant que je trouve ce binôme-là, c'est moi qui le faisais, mais je savais que ça me coûtait de l'énergie. Et il y a des choses qui coûtent un peu, des choses qui coûtent rien, c'est neutre, mais ça ne rapporte pas, c'est-à-dire ça ne ressource pas, ça ne nourrit pas. Et moi, par contre, il y a des choses qui coûtent fortement, c'est-à-dire que le fait d'aller analyser les Google Analytics, d'aller vraiment précisément regarder les pubs Facebook à l'intérieur, dans le mécanisme et tout, ça, c'est un peu plus le mode entrepreneur. Mais moi, ça me coûte énormément d'énergie. Donc, c'est pas parce que ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'être un entrepreneur ou un leader. Mais ça veut dire que ma vraie place, elle est davantage d'être un créateur. Voilà, c'est Okay. important. C'est hyper intéressant, je trouve, cette différence et je ne l'avais jamais vu, moi, très franchement, sous cet œil-là. Donc, ces 3 caractères de créateur, entrepreneur et leader et se dire que finalement, ce qui me donne de l'énergie, c'est vraiment ce qui va me correspondre et ce qui m'en prend, c'est forcément ce qui me correspond un peu moins, même si ça ne m'empêche pas de l'être également, finalement, comme tu disais. On développe les compétences parce que, voilà, en plus, on a appris à fonctionner d'abord seul et à se méfier de tous ceux qui nous entourent comme étant des requins. Mais non, en fait, si on trouve les bonnes personnes et qu'on se sent vraiment en lien avec ces personnes-là, et souvent on le ressent à l'intérieur de soi, c'est des signaux fulgurants. Donc là, à ce moment-là, on se dit, OK, c'est bon, je te laisse ce rôle-là et je te fais totalement confiance. Ça a été aussi compliqué de lâcher, de ne pas être dans un mode de contrôle absolu. Comment tu fais pour ta SG autorépondeur, les nouveaux projets que tu vas mettre en place, même si maintenant tu es associé? Comment tu arrives? Est-ce que tu as des conseils en termes d'organisation pour gérer justement ces différents projets?
Moi, je fais un petit peu partie de l'école pour le moment qui est focus sur un seul et unique projet parce que je sais que, par exemple, je fais beaucoup d'investissements dans l'immobilier et je vais vraiment fonctionner par période où j'ai une période où je suis beaucoup plus focus sur mes investissements immobiliers et d'autres où je suis beaucoup plus focus sur mon entreprise. Toi, tu sembles gérer plusieurs projets justement en parallèle. C'est quoi tes conseils justement en termes d'organisation et comment tu gères ça? En fait, j'ai pour chaque projet une personne qui, elle, est focus sur le projet. C'est juste ça le changement en fait, de façon de fonctionner. Donc, c'est comme si j'avais une vue d'ensemble. Tu sais, il y en a plein qui, parmi vous qui écoutez cette vidéo, il y en a sûrement plein qui ont joué à des jeux vidéo comme Sims, non, le SimCity, là, voilà. Ou alors, je ne sais pas les noms, mais où tu bâtis un empire, tu bâtis une ville, tu bâtis, même si des fois tu reviens un peu au Moyen-Âge et tu vois comment ça fonctionne. Ben, en gros, tu as toujours un peu la vue du dessus et tu construis, mais tu mets des hommes qui, eux, sont focalisés sur le fait de fabriquer la maison là, le bâtiment là, l'école là, etc. Tu vois. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. Et oui, quand on est l'entrepreneur qui travaille dans son entreprise, il vaut mieux avoir un seul focus sur un projet parce qu'on est dans la mise en œuvre. Mais à partir du moment où on n'est pas dans la mise en œuvre, c'est pas le même fonctionnement. Donc, c'est là où on a tendance à vraiment tout mélanger. Par contre, la personne qui doit être dans la mise en œuvre, elle doit être focus sur l'entreprise. Donc, par exemple, j'ai quelqu'un qui est focus sur l'outil de gestion de marketing par le jeu. Bon, voilà, système de création de jeux concours 100% gagnant, notamment. Ça sera assez révolutionnaire. Il y a une personne qui est focus sur le lancement de Codao en guise d'infoproduit, donc de formation numérique. J'ai une équipe qui est focus du coup sur la gestion opérationnelle de SG Autorépondeur. Et moi, en fait, je suis focus en ce moment sur le fait de prendre soin de mon corps. Je crois que c'est même important. Donc, on en revient finalement à ce que tu disais au tout début de l'interview. Maintenant, tu es vraiment au-dessus de tes entreprises et plus dans les entreprises. Et tu as des personnes justement qui sont C'est quelque focus chose qui est sur encore, ces différents c'est quelque chose projets. qui est encore difficile pour moi, hein. Je suis encore en transition. J'ai toujours cette sensation un peu de culpabilité de me dire, mais si je fais rien, je sers à quoi? Donc, alors qu'en fait, je sers à quelque chose d'aller juste être attentif, d'augmenter mon niveau d'observation globale, à la fois de moi, de mes entreprises, mais aussi du marché, des marchés. D'être en interaction avec l'extérieur. C'est plus comme si moi, maintenant, je m'occupais de négocier, de créer, un peu comme les politiques, tu sais, c'est un peu ça, tu fais de la politique, mais au niveau du business, quoi. Okay. Top. J'avais juste une dernière question, Sébastien, sur comment tu fais quand tu te sens que on a tous des challenges quand on a une entreprise, quand tu sens qu'entre guillemets tout va mal, qu'on est dans une période plus de down dans le bas, quand tu sens que tu es surchargé et que rien ne va comme tu veux. C'est quoi la chose que tu fais toi à ce moment-là pour arriver à te redonner de l'énergie et repartir? Eh ben, ce que j'ai fait récemment, parce que ça m'est arrivé, c'est que je suis parti en camping-car en pleine montagne, dans la nature, et j'ai plus voulu entendre reparler de rien à ce moment-là. Et je n'avais pas d'autre choix que ça. Là, c'était un moment critique, hein, pour le coup. Mais sinon, même dans les moments plus légers, où je sentais quand même cette sensation-là, mais plus subtilement, ben, pareil, aller dans la nature, dans la forêt, et couper tout, toute communication avec Internet, même le téléphone, ne pas le prendre avec soi. Et j'avais l'impression que j'ai pas réussi d'autres. Ah si, j'ai eu d'autres choses qui peuvent fonctionner. C'est par exemple faire des activités intenses qui m'obligent à me couper totalement du mental. Par exemple, du canoë-kayak, ça peut être du jet ski, ça peut être du tandem notamment, de la plongée. Ça me coupe totalement à ce moment-là de penser dans mes entreprises. Donc, c'est retrouver une activité qui te coupe complètement des pensées de l'entreprise, soit partir complètement seul en camping-car à la campagne ou faire une autre activité dans le milieu naturel et qui coupe toutes les pensées liées à l'entreprise. Voilà. Top, et écoute, merci beaucoup Sébastien. Je te laisse conclure si tu veux nous parler de l'un des projets justement que je mettrai en lien en dessous de la vidéo. Mais en tout cas, merci à toi pour cette interview et puis je te laisse conclure là-dessus. Ah, merci. Merci déjà
pour m'avoir encore proposé cette présence-là et cette visibilité pour aider et contribuer à ta communauté. Merci pour ce que tu proposes. Je pense que tu pourrais mettre le lien de B2Win, BEETOWIN.com, qui est l'outil de marketing gamifié qui permet en fait de faire différemment sur la façon d'engager en fait ses prospects et ses clients en lien avec sa marque. En plus de ça, on contribue, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir un modèle qui à la fois, on va dire, respecte, ah oui, je vais reprendre un terme que je tiens de Adriana Ardelean, qui est le triple multiplicateur de prospérité. Est-ce que c'est à la fois bon pour moi, bon pour toi, bon pour les autres et bon pour le monde? Et du coup, c'est un modèle que je mets en application maintenant là-dessus, qui est, en fait, c'est à la fois bon pour celui qui va organiser, qui va utiliser l'outil. Ça va être très bon aussi pour les prospects et les clients parce qu'ils n'auront aucune frustration comme les jeux concours traditionnels, c'est le cas. Ça va être bon pour la planète, entre guillemets, parce que en fait, au-delà de ça, on met en place un système de dons pour les abeilles, pour préserver les abeilles. On sait que voilà, elles sont essentielles dans notre écosystème. Et c'est à la fois bon pour aussi l'entreprise qui organise ça, donc moi, enfin pour B2Win, qui en fait permet de mettre en place un environnement et se nourrir au passage. Ok, donc, ça marche. En gros, on utilise de plus en plus le monde des abeilles comme étant une métaphore de fonctionnement business qui est dans cet état d'esprit de pollinisation et non pas de colonisation, voilà, comme les vaisseaux spatiaux, par exemple. Super, bah, écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion. Je mettrai les liens juste en dessous de cette interview justement pour parler de ce projet-là. Et puis, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut Sébastien. Merci Benjamin, à bientôt. Merci à vous, au revoir.